Aujourd'hui, je retrouve avec Wilfried. Bonjour. Pour vous parler sondage. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est devenu un petit peu un lieu commun que de critiquer les sondages, de considérer qu'ils sont pas fiables, ou encore qu'ils sont nocifs pour notre système démocratique actuel. Et c'est à ce point devenu une évidence que la critique des sondages, qui auparavant n'était l'apanage que de certains sociologues, tels Pierre Bourdieu par exemple, eh bien aujourd'hui, cette critique sondagière, elle est autant l'apanage de tenants du système actuel que de citoyens lambda tels vous et moi. Et récemment, il y a même eu certains grands éditorialistes qui ont eu à se positionner en la défaveur des sondages, en critiquant un petit peu cet usage intempestif qu'il en est fait, parce que justement ces sondages, ils s'étaient trompés par rapport à l'élection de Trump, ou encore par rapport au Brexit, etc. Donc je me dis que si même des chiens de garde du système en sont venus à critiquer la sondagite aiguë dont est atteint le champ journalistique, eh bien c'est qu'il s'était passé quelque chose. Et pourtant, malgré toutes ces déconvenues liées aux sondages qui sont survenus ces derniers temps, malgré les exemples patents montrant que les sondages ont failli, il nous a sans doute pas échappé que les sondages continuent encore de rythmer notre vie politique en France. Hier encore, je regardais la rediffusion d'une émission qui était entièrement consacrée, non pas comme on pourrait s'y attendre, à des sujets très essentiels comme, je sais pas, les inégalités dans notre pays, la pauvreté et tout, non pas à ça, mais plutôt à la chute de Macron dans les sondages. Et je suis presque sûre qu'aucun d'entre vous d'ailleurs n'a échappé aux unes de JT, aux unes de Quotidien qui traitaient de ce sujet ô combien intéressant et essentiel sur la cote de popularité du monarque jupitérien. C'est donc la raison pour laquelle, face à cette réalité persistante, on a voulu se demander avec Wilfried pourquoi les sondages ils continuaient, malgré toutes les critiques qui leur étaient faites, à être un peu l'alpha et l'oméga de la vie politique si vous voulez. Pourquoi, après tant de déconvenues, le sondage était devenu à ce point important qu'en son absence, des grands journalistes politiques s'avéraient absolument incapables de rédiger un article, de faire des éditos, ou même de commenter l'actualité, la politique, alors même que quand même ces gens-là, ils ont fait des longues études en vue justement d'être capables de commenter correctement l'actualité. Et donc, après avoir fait quelques recherches avec Wilfried, après avoir regardé quelques conférences, après avoir lu quelques articles, eh bien on en est venu à la conclusion que c'était pas tant le recours du sondage par les journalistes qui était le plus grave dans l'histoire, mais bien plutôt la structure entière qui gravitait autour justement des instituts de sondage. Une structure ou un système qui allait des grands groupes économiques, des journalistes, des politiciens, jusqu'aux sondeurs, ces derniers n'étant finalement qu'un petit rouage dans ce grand système. En somme, vous l'aurez compris, on s'est rendu compte que le sondage, il était en réalité que la partie émergée de l'iceberg, et que le mal, en réalité, l'habitait bien plus profond. Et donc, après toutes ces découvertes, parce qu'on vous l'a dit, bon, on n'est pas des politologues, on n'est pas des philosophes, on est juste des citoyens lambda, bref, on s'est dit que pour vous offrir une lecture aussi large que complète à propos du sondage, du système aussi autour du sondage, eh ben ça serait mieux de réaliser plusieurs vidéos avec à chaque fois une thématique bien précise. Et donc du coup, on va vous faire 3 vidéos à propos du sondage. La première vidéo, eh bien c'est celle que vous regardez en ce moment, et donc là dans cette vidéo, on va parler de l'historique du sondage, d'où est née la volonté de connaître l'état de l'opinion, et vous verrez que c'est d'autant plus important qu'il y avait déjà les germes du mal dès l'origine des sondages, et que beaucoup de choses que nous vivons actuellement s'expliquent du fait justement de cet historique. Ensuite, dans une deuxième vidéo, on traitera du sondage en lui-même, de ce que ça dit de la société, des biais, etc. Et enfin, dans une troisième vidéo, on traitera des effets des sondages sur la société, au niveau visible comme au niveau invisible, comment le sondage en fait a été parfois utilisé aussi comme des armes contre les peuples. Donc maintenant, sans plus attendre, on commence avec l'historique. Alors avant de parler de sondage d'opinion, qui comme vous le savez est une technique dite scientifique pour évaluer, mettre en lumière une ou des opinions d'une population donnée, en recourant, vous savez, à l'échantillon représentatif, il faudrait peut-être d'abord faire un bref retour sur cette notion justement d'opinion publique que les sondeurs prétendent rendre visible. La notion donc d'opinion publique ne date pas d'hier, elle voit le jour au XVIIIe siècle. Voilà, on est en plein siècle des Lumières, comme vous le savez, c'est aussi le siècle qui a connu la Révolution française, et c'est un siècle aussi qui voit l'avènement de la bourgeoisie, une classe cultivée et aisée, dont les membres érudits discutent aux côtés d'aristocrates libéraux, vous savez, dans les salons qui sont tenus souvent par des femmes nobles, bref. On discute de tout, on lit des pamphlets, on critique, etc. Mais ce qui va vraiment marquer l'avènement de l'opinion publique, eh bien c'est la Révolution française.
Vous savez, la Révolution française, qui est le moment où va s'opérer un transfert de pouvoir, à savoir que le pouvoir va passer, la souveraineté va passer des mains du roi à la nation via ses représentants. Et donc l'opinion publique va dès lors signifier une opinion qui se fait après réflexion des représentants du peuple et des électeurs aisés. Alors, arrivé à ce stade de l'historique, on peut déjà faire quelques observations, qui, comme vous allez le voir aussi, renvoient déjà à certaines choses qui se passent aujourd'hui. Tout d'abord, ce qu'on appelle opinion publique, à l'époque, vous voyez bien que ça émane toujours des classes possédantes et des élites du pays. Des élites financières, politiques, intellectuelles, etc. Et par ailleurs, c'est avant tout une opinion qui est travaillée, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une mûre réflexion avant même d'arriver à une opinion particulière. Et vous voyez bien que c'est le contraire qui s'opère aujourd'hui, puisque par exemple, un sondeur va demander au sondé, qui n'a pas lu Marx ou Hegel, s'il pense que la conception hegelienne de l'histoire est meilleure que la conception marxiste par exemple, ou encore si pour lui l'idéalisme rend davantage compte du réel que le matérialisme philosophique. Donc vous voyez que le sondeur va demander son opinion au sondé à propos d'une question assez complexe, alors que non seulement le sondé n'a rien demandé, mais qu'en plus, il s'est peut-être jamais posé la question, il n'a pas forcément réfléchi. Bon, évidemment, je caricature un peu ici, mais vous voyez que c'est un petit peu quand même ça l'idée. Bref, ceci étant dit, et c'est vraiment le point sur lequel je voulais insister avant tout, c'est que vous voyez qu'à l'origine, l'opinion publique, donc, c'est toujours à l'instigation des classes possédantes avant tout. Bien sûr, auparavant, il y avait eu des paysans qui avaient eu à faire des émeutes pour manifester leur mécontentement, face par exemple à la levée de nouveaux impôts, mais c'était pas encore désigné sous le nom d'opinion publique. Et même après la Révolution française, alors même que, comme je vous l'ai dit, la souveraineté passe du roi à la nation, eh bien, l'opinion publique, elle reste toujours quand même un peu celle des élites avant tout. Et il faudra attendre du coup la Révolution de 1848 pour que les choses changent, puisqu'il y a le suffrage universel masculin qui est institué, et que donc c'est un petit peu, vous savez, l'entrée des classes populaires dans le champ politique. Et donc, à ce moment-là, l'opinion publique devient un petit peu cette notion d'opinion publique actuelle, à savoir l'opinion de tous les citoyens. Et donc dès lors, l'opinion publique va aller de pair un petit peu avec des manifestations publiques, par exemple celle de la classe ouvrière, qui est en plein accroissement, ou encore des rassemblements publics, parce qu'à cette époque, pour saisir un petit peu l'état de l'opinion, il n'y a pas beaucoup de choix, à savoir que il n'y a pas encore les sondages, et c'est plutôt grâce aux manifestations, aux gens qu'on va compter dans la rue, qu'on va pouvoir savoir un peu tout ça. Malgré tout, et ça va vraiment rester une constante, l'opinion va toujours être utilisée comme une arme, une justification idéologique au service des élites, et notamment des élites politiques. Avant, par exemple, durant l'Ancien Régime, chaque fois que des membres de l'élite prenaient une décision, ils disaient la prendre au nom du roi, qui était la source de la souveraineté. Et le roi lui-même disait tenir son autorité de Dieu, puisqu'on disait que c'était le lieutenant de Dieu sur terre. Mais à partir du moment où on passe d'un régime monarchique, vous savez, monos, seul, à un régime républicain, avec la Seconde République, la Troisième République, et même avec la parenthèse du Second Empire, qui finalement a gardé certains acquis de la Révolution française, eh bien la souveraineté, c'est la nation, le peuple, comme je vous le disais. Et dire qu'on a l'opinion publique avec soi, c'est dire qu'on a le peuple avec soi, et que donc on a une certaine légitimité pour agir. L'opinion publique va dès lors acquérir une importance nouvelle, d'autant plus qu'à ce moment-là, il va y avoir une montée en puissance de la presse. Bon, la presse existait déjà au XVIIIe siècle, et vous savez qu'elle avait eu à jouer un rôle assez important au plus fort de la Révolution française, mais c'est vers la seconde moitié du XIXe siècle, avec la technique qui s'améliore, et notamment les rotatives, qui permettent d'imprimer massivement, qu'il y a une presse populaire et à grand tirage qui va voir le jour. Une presse populaire donc qui va régner dans le champ public et relayer tous les grands débats qui vont polariser l'opinion. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, comme je vous le disais, il n'y avait pas encore d'instruments pour saisir l'état de l'opinion. Et les journaux, à cette époque, étaient davantage tributaires de leurs lecteurs, de leurs abonnés, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, là où vous savez que les journaux ils sont plus tributaires de la pub des annonceurs. Et bien à l'époque, pour garder son opinion, du coup, les journaux, ils doivent faire quoi? Ils doivent se plier, être au plus proche en fait de l'opinion de leurs lecteurs. C'est la raison pour laquelle, juste pour donner un exemple, lorsqu'il va y avoir la violence dans l'opinion lors de l'affaire Dreyfus, eh bien les journaux vont tout faire pour pouvoir retranscrire au mieux ces opinions dans leurs articles. Dès lors, le paysage de la France va s'en trouver changé.
Et c'est dans ce paysage changé, où l'alphabétisation a fait des progrès, et donc une majorité de gens peuvent lire, écrire et se procurer des journaux, où le capitalisme industriel s'accroît, où les entreprises cherchent à vendre des produits via des techniques marketing, que les sondages arrivent en France. Et les sondages font donc leur apparition en France en 1938, grâce à Jean Stubzel, le fondateur de l'IFOP. Bon, au début, ça va pas intéresser grand monde, sauf les entreprises capitalistes, un peu comme aux USA à l'époque, qui veulent vendre leurs produits et donc connaître les goûts des acheteurs. Et c'est après les élections présidentielles de 1965 que les sondages, et notamment politiques, vont acquérir l'importance qu'on leur connaît aujourd'hui. Alors pourquoi ça va acquérir cette importance nouvelle? Eh bien comme vous le savez, quelques années plus tôt, en 1962 exactement, il y a eu l'instauration de l'élection du président au suffrage universel direct. Et donc, en 1965, c'est les premières élections au suffrage universel direct, et tous les commentateurs, ou du moins une grande partie, sont unanimes pour dire que de toute façon, le général de Gaulle va être élu dès le premier tour, c'est sûr. En fait, ils le disent au pif comme ça. Sauf que, dans cet unanimisme ambiant, les sondeurs, eux, affirment le contraire. Et vous savez que c'est ce qui va se passer, à savoir que de Gaulle va pas être élu au premier tour, mais il va plutôt devoir affronter Mitterrand au second tour. Dès lors, avec toute cette pub liée au fait que les sondages avaient réussi à prédire les résultats des élections, eh bien ces sondages vont acquérir une importance nouvelle, d'autant plus qu'on est dans un monde là où il y a des nouveaux médias qui émergent, tels que la télévision par exemple. Donc à ce stade, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir? Eh bien que l'arrivée des sondages en France n'est pas sans rapport avec la société de consommation naissante, le marketing, la télévision, la puissance des images, en un mot, ce qui préfigure un peu une sorte de société de spectacle, pour pas dire de divertissement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un monde où les électeurs ne sont plus considérés seulement comme des citoyens, mais aussi comme des consommateurs dans une société marchande. Une société marchande qui met en scène des oppositions factices, du divertissement, qui veut nous faire croire que les politiques détiennent encore les manettes du pouvoir, alors que se met en place, de fait, un capitalisme transnational, où c'est plutôt les grands conglomérats économiques qui dirigent le monde, avec nos politiques qui, eux, sont réduits à n'être que des fondés de pouvoir du capital financier. Bref, pour en revenir à nos moutons, bien évidemment, il y aura quelques résistances, puisque dès les années 70, je vous disais qu'il y a des sociologues, tels Pierre Bourdieu, qui vont faire une critique des sondages et de leurs usages. À quoi s'ajoutera d'ailleurs, et c'est peut-être ça qui est le plus amusant, ou le plus triste dans l'affaire, des mises en garde même de Jean Stubzel, vous savez, celui-là même qui a importé les sondages en France. Et malgré ces critiques, et certaines lois aussi qui vont être promulguées pour réguler un peu l'usage des sondages d'opinion, notamment en période électorale, eh bien le nombre des sondages électoraux n'aura pourtant de cesse d'augmenter encore et encore, passant par exemple de 111 en 1981 à 293 lors des élections présidentielles de 2007. Une augmentation illustrant un petit peu donc leur poids croissant dans le débat public en France. Et ce n'est pas, vous savez bien, la dernière présidentielle qui va prouver l'inverse, puisque vous savez que les sondages ont été omniprésents dans le champ politique à ce moment-là. Bref, pour conclure et pour résumer un peu brièvement mon propos, ce qu'il faut retenir de l'histoire de l'implantation des sondages en France, et c'est des points qui vont avoir d'autant plus d'importance qu'on va faire des vidéos par la suite, vous savez, les 2 autres vidéos sur les sondages, eh bien il y a 3 points principaux. Le premier, c'est que l'opinion publique, que les sondages d'opinion prétendent saisir, est à l'origine celle des possédants, et va être, et continue d'ailleurs d'être aujourd'hui, une arme de justification idéologique au service des élites politiques, financières, etc. Vous savez bien qu'un sondage d'opinion, ça coûte des milliers d'euros, et que donc c'est pas un simple citoyen comme vous et moi qui va pouvoir se le payer, mais bien plutôt des personnes richissimes, des partis politiques, des multinationales, qui vont en faire un usage particulier. Le second point à retenir de tout ça, c'est que le sondage, c'est la résultante d'un monde en mutation. Une presse à grand tirage, la consommation de masse, l'entrée de nouveaux médias, le marketing, etc. Le troisième et dernier point maintenant, c'est qu'on le voit, même le champ politique s'est vu modifié par tout ce système en mutation dont les sondages font partie. Vu que nous sommes dans l'ère du marketing, eh ben, le politicien il va venir à se vendre comme un produit. Il va recourir à des conseillers en communication, ou même à des publicitaires, pour avoir une bonne image, la meilleure image possible. Et même les commentateurs politiques vont comparer des projets politiques à des offres dans un marché électoral. Bref, le sondage d'opinion, il annonçait, vous voyez, en quelque sorte, la marchandisation de tout, et même du champ politique. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci au fait à tous nos nouveaux tipeurs, c'est vraiment très gentil de nous soutenir, donc merci beaucoup vraiment, du fond du cœur. Voilà, et puis comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez laisser un pouce bleu aussi, ça fait plaisir. Et à la prochaine, salut!